Salut Léo, Salut Pierre. comment ça va? Ça va très bien. Écoute, Malgré ce confinement qui est déconfiné, qui est fini, c'est reparti pour l'expérimentation du froid, hein, notre grande passion qu'on partage tous les deux, mais au-delà de ça, l'étude du vivant et l'accompagnement. Euh, Ça va être un plaisir de parler du froid avec toi, Léo, puisqu'on s'était rencontrés durant un stage Régénère. Euh, Toi, évidemment, spécialiste de la méthode Wim Hof. Moi, passionné juste par l'hormèse et mon approche de la naturopathie. On a tout de suite bien accroché. Et puis, il y a peu de temps, tu m'as relancé. Ça faisait un moment qu'on s'était pas eu au téléphone pour me proposer cette vidéo là autour du froid, récapitulative, où on va essayer d'avoir un côté un petit peu historique, mais aussi physiologique, avec ton regard en plus approfondi sur la méthode Wim Hof. Donc ça va être passionnant, à mon avis, on va se régaler. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, bien dans un sûr. premier temps? Donc, Leonardo, moi je suis instructeur de la méthode Wim Hof depuis 2017. Je suis un instructeur avancé de cette méthode qui, si vous la connaissez, vous savez très bien qu'il inclut le froid, mais pas que. Il y a aussi les pouvoirs de la respiration et du mental. Mais en tout cas, le froid, c'est un des trois piliers. Et je suis aussi un ancien gymnaste. Donc, je fais beaucoup de mouvements dans ma vie. La gymnastique, je suis ceinture noire du Kung Fu Shaolin. Et récemment, je me suis mis aussi à l'Animal Flow. Je suis en train de devenir instructeur. Ah, C'est une super. pratique de sport naturel. Et je continue avec le yoga, le pranayama. Et je suis aussi coach Oxygen Advantage. Voilà. Super. Donc, Oxygen Advantage, c'est donc McKeown qui est l'héritier plus ou moins de Buteyko. Les bouteilles. C'est vraiment deux approches à marier parce que moi, ça m'a semblé tellement logique et pertinent de marier les deux dans mon Tout à fait. approche que j'ai du mal à comprendre, tu sais, cette opposition que les gens font. Je pense que c'est parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de la physiologie. Oui, tout à Ils vont fait. opposer Wim Hof et Buteyko. C'est dommage. Bah, écoute, sous la respiration, c'est très large et très profond. On trouve beaucoup d'exercices, des pratiques et des principes qui peuvent sembler opposés, mais en réalité sont complémentaires. Et dans la respiration, il y a un des principes, c'est de pouvoir aller dans les extrêmes, dans les opposés pour retrouver les centres. Sous la respiration, c'est intéressant. Et d'ailleurs, ces principes un peu yin et yang dans la respiration, on les retrouve aujourd'hui dans les froids, parce qu'on va parler du froid, mais on va aussi parler un peu du chaud. Et voilà, l'idée de cette vidéo ensemble, c'est de pouvoir comprendre un peu comment ça marche au niveau de la physiologie. Et bien sûr, vous donner aussi un contexte historique, culturel, mais surtout des conseils. Comment pratiquer, les erreurs à éviter, les bonnes approches mentales et psychologiques, mais aussi émotionnelles. On va en parler à la fin avec toi, Pierre. Tu fais aussi un bon travail sur ça. C'est gentil. Bah oui, c'est vrai que ce soit Wim Hof, que ce soit d'autres qu'on va évoquer, hein, les grands maîtres comme Maurice Debar ou d'autres, ils ont toujours cet aspect en triangle avec trois piliers. Wim Hof, il dit bien, c'est le mindset, c'est l'exposition au froid, c'est la respiration, et un seul ne peut pas être retiré et pris isolément des autres. C'est illusoire. Et malheureusement, les gens essayent trop souvent de catégoriser un petit peu les choses en noir ou blanc, en bien ou mauvais, et en isolant certaines parties des pratiques, ce qui fait perdre en fait toute la pertinence en fait de la pratique, puisque si vous rentrez dans un bain froid avec un mauvais état d'esprit, par exemple, vous n'en tirerez pas les bénéfices. Ce sera complètement une expérience chamboulée et changée, et c'est vraiment cette sagesse-là qu'il faut avoir, ce côté holistique, global, euh, dont je me revendique à travers la naturopathie. Mais on va voir que les parcours de tous ceux qu'on va exposer durant cette introduction historique, eux aussi l'avaient. Donc, Oui, parcours historique, est-ce que tu veux commencer bah, simplement, moi je voulais rappeler que l'exposition au froid est aussi ancienne que l'homme et la nature. Donc, on ne parlait pas de quelque chose qu'on vient d'inventer, mais on vient plutôt de les redécouvrir. hmm, Moi, je veux juste contextualiser dans les mondes occidental, modernes, on a beaucoup de technologies de confort qui est certainement positif, mais on a beaucoup d'abondance qui est incroyablement magnifique, mais en même temps, cela nous donne des pièges parce qu'on doit redécouvrir la façon de trouver notre santé au milieu de tout ça.
parce que c'est assez récent dans l'histoire de l'évolution de l'homme, et des principes naturels qui avant étaient en place de façon naturelle, parce que l'homme vivait dans la nature d'une certaine façon, avec la physiologie, notre corps qui n'a pas changé dans les derniers 200 ans, il est le même qu'il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, on doit redécouvrir des principes. Et donc, on redécouvre des choses qui, en réalité, ils ont été toujours là. Par exemple, l'exposition au froid. Par exemple, les jeûnes intermittents. Par exemple, l'exposition à des phases d'hypoxie avec des exercices de respiration et des apnées. Des choses qui, quand on vivait dans la nature, ils étaient là. Aujourd'hui, on doit les réintroduire. Donc, les froids en fait partie. Pour tout ce qui concerne les froids, des cultures partout dans le monde ont vécu avec les froids, et des traditions des cultures l'ont utilisé comme moyen pour se renforcer ou rester en santé. Donc, je vous rappelle par exemple, avec des exemples, la Scandinavie, les pays scandinaviens, où on connaît, il y a en pratique des bains froids. Leur côté froid, c'est la mer gelée, des lacs gelés, donc c'est vraiment des bains des glaces qu'ils font, des immersions dans de l'eau très froide, accompagnées par des saunas. Donc, cette alternance chaud-froid, les deux extrêmes. Des saunas qui peuvent aller à 100 degrés, l'eau à zéro. Donc, on expose les corps sans exagérer, sans forcer, dans la Scandinavie avec sauna et bain froid. Et c'est vraiment, ça fait partie de la culture, ça fait partie de leur processus pour échanger avec les gens, se connecter entre eux, mais en même temps, c'est renforcé. Donc, il y a la Scandinavie, il y a les pays de l'Est et la Russie qui utilisent les froids dès la plus jeune âge, quand ils sont vraiment tout petits, bien sûr sans forcer, mais ils utilisent leur froid qui est présent, au lieu de s'en couper, ils l'utilisent toujours avec les saunas aussi, pour faire cette alternance, cette adaptation entre les deux extrêmes pour retrouver l'équilibre, renforcer la santé. Donc, vraiment, il met en avant ces côtés-là. Et on ne peut pas citer l'Inde. C'est un pays où il y a du chaud, mais il y a aussi du froid, le nord des Landes. Et dans les yogas traditionnels, les froids fait partie des 7 principes du yoga, et c'est préconisé les matins, et c'est laver à l'eau froide avant de commencer n'importe quelle pratique physique, comme les asanas ou les exercices de respiration comme les pranayama. Donc, ça fait partie même d'une discipline millénaire qui est très complète, comme le yoga. C'est passionnant et puis, on voit bien que tu as dit quelque chose de très intéressant, c'était que ça a toujours été là, ça a toujours fait partie de l'environnement de l'être humain et de nos jours, on est obligé de manière artificielle, finalement, de réinventer des routines pour réimplémenter du naturel dans un environnement qui n'est plus du tout naturel. C'est-à-dire, il y a aucun animal sur terre qui s'est mis entre 4 murs dans une maison, sous des éclairages et des néons, avec un chauffage. Ça, c'est vraiment que l'homme qui a inventé ce genre de truc et la clim en été et donc c'est, cette physiologie qui est une magnifique machine d'adaptation, qui s'adapte à chaque instant, que ce soit les principes de l'homéostasie comme les principes de l'hormèse ou les principes de l'homéorésie. On voit bien que l'être humain est à l'image de son environnement. Il s'adapte sans arrêt, il n'y a pas de point d'arrêt. L'arrêt, c'est la mort. Il est sans arrêt en train d'y revenir, d'y revenir, d'y revenir, de chercher l'équilibre dans un constant déséquilibre. Tu sais, en naturopathie, on utilise l'image d'un monsieur qui est sur un pied sur un bateau. Donc, il est en équilibre sur un bateau et il cherche l'équilibre. Et c'est exactement ça. Le problème, c'est qu'on a, de nos jours, enlevé toute exposition à ce que Nassim Nicolas Taleb, qui est un économiste, appelle la volatilité, c'est-à-dire le phénomène d'être exposé à du hasardeux, à du non prévu. Parce que quand on étudie notre physiologie, on est vraiment fait pour ces micro-changements, micro-perturbations dans notre environnement. Et la, la- la variation de température fait partie de ces facteurs qui sont censés changer constamment et aller dans les extrêmes de temps en temps. Ça ne veut pas dire tout le temps. Ce qui tue vraiment de nos jours, c'est la chronicité. Et il n'y a rien qui est chronique dans la Dans la nature, nature. si ce C'est n'est, cyclique. voilà, si ce Les n'est, saisons, les jours et la nuit. mais oui. Et voilà, comme tu l'as très bien dit, le chaud, le froid, ça a toujours été là. Les pays, évidemment, qui ont des climats plus rudes, ils sont naturellement exposés à ça. Et heureusement, ils ont gardé leur tradition culturelle de pratiquer ce genre de choses. Parce que ces conseils de grand-mère, ces pratiques qui ont survécu à des millénaires, si elles ont survécu des millénaires et des millénaires, c'est parce qu'elles sont pertinentes. Sinon,
on les aurait évincés. Voilà, il y a des choses qu'on a catégorisées, on a trouvé que ça servait à rien dans l'histoire de l'humanité, on s'en est débarrassé, tant mieux. Des choses qu'on a gardées. Et ça c'est vraiment euh, profondément sage et pertinent de se dire, mais pourquoi c'est toujours là? Pourquoi nos grands-parents le faisaient? Pourquoi nos ancêtres le faisaient? C'est parce que ça correspond à notre physiologie. Et là, arriver avec le bagage scientifique de nos jours, qui est vraiment costaud, parce que l'hormèse outre-Atlantique, c'est extrêmement étudié. Les chercheurs, comme on en avait parlé ensemble, comme Rhonda Patrick, Oui, qui est vraiment passionnée par l'hormèse et voyage partout dans le monde, notamment en Finlande, et elle s'est intéressée à ce contraste sauna-bain glacé qu'il pratiquait. Elle est vraiment, vraiment passionnée par cette... Et elle a un doctorat en biologie, donc elle va expliquer les processus biologiques, l'expression de certains gènes, le renforcement, etc. Donc, on a les études d'un côté, on a la connaissance de la physiologie de l'autre, mais ça, depuis très longtemps, et on a des pratiques millénaires, comme tu l'as très bien dit. Et maintenant, on arrive à un moment au XXIe siècle avec ce confinement où on a vu passer, comme on en a parlé en off juste avant, des directives de l'État qui disent attention, il y a des gens sur Internet qui disent qu'il faut se renforcer avec les bains froids et les douches froides, c'est terrible, etc. Et c'est là où c'est important que tout à chacun fasse ses propres recherches. Et avec les connaissances, ils disent bon, j'ai pris un livre de physio, ça c'est le livre de physio qui forme les médecins, les infirmières, les infirmiers et tout le monde. Et dedans, il y a écrit qu'on a des capillaires, qu'on a des réactions hormonales et nerveuses qui sont l'adaptation au froid et au chaud. Et qu'on doit jouer là-dessus. Et même dans la dernière version de mon Marieb, donc vraiment la référence des bouquins de physio, il parle des cold shock proteins et heat shock proteins, les protéines. Hein. Donc je me suis dit, mais c'est génial. Bon, c'est une édition qui est là toutes les années, qui se réédite toutes les années. Donc je me suis dit, c'est bien, ils se mettent à jour et ça prouve que c'est validé par les meilleurs, ceux qui posent les bases de la physiologie. Eux posent les bases, ce sont les spécialistes. Donc, la missive de l'État qui a été écrite par je ne sais pas qui, je veux bien avoir un dialogue avec cette personne-là parce qu'on va parler physio et on va voir si elle sait me démontrer la non-pertinence des principes du vivant qui étaient là avant nous et qui seront là après nous. Voilà. Donc, bref, petit aparté sur ça. Pays scandinaves, ils le pratiquent depuis toujours. Moi, j'ai rencontré ça à travers mon parcours de naturopathe, parce que dans ma formation, il fallait faire un mémoire, tu sais, en fin d'année. Et bon, j'étais déjà sportif et je me suis dit, qu'est-ce qui peut être intéressant pour faire un truc côté sport, mais aussi côté récupération. Je faisais du triathlon à ce moment-là. Et je me suis dit, on présente l'hydrothérapie, l'utilisation de l'eau, comme une des techniques, une des 10 techniques du naturopathe. oui, Et dedans, on étudie les travaux d'un abbé qui s'appelait l'abbé Kneipp. Et cet abbé-là, c'est très rigolo parce que il vivait donc au 19e siècle, il me semble. Euh, il a la vie plus ou moins euh, tourmentée et un peu difficile, brisée que Wim Hof et Maurice Daubard. C'est plus ou moins, tu lis sa vie, c'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire, comme Maurice Daubard, il a eu une tuberculose quand il était jeune, il s'en est guéri par le froid. Donc c'est vraiment des parcours qui sont très similaires, tu vois. d'ailleurs, en Russie, je te coupe rapidement, il y a quelqu'un de très très connu qui a été jugé en maladie terminale, cancer, etc. Il s'était laissé aller dans les froids en disant je vais me tuer rapidement, comme ça je vais en terminer avec ma vie, en m'exposant au froid, au gelé, neige. Et bon, les premiers jours, on raconte, il est toute la journée en short dans les froids pour se tuer. Il n'est pas mort, il reste en neige. Je l'aurais fait les deuxièmes jours, un peu à la russe. Ouais. Et au lieu de se tuer, il s'est soigné complètement de ses maladies. Et après, il est devenu vraiment une figure des références, un peu à la Wim Hof, mais russe, dans les froids. Et bien sûr, c'est pas arrivé jusqu'à l'Occident, parce que dans les contextes historiques, mais il y a 60 ou 70 ans dès là. Voilà, Ah donc ouais, d'accord. ça C'est existe. vrai. Et ouais, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses entre la fin du 19e et le milieu du 20e. C'est-à-dire de 1820-1850 à 1950, il y a eu cet abbé Kneipp, il y a eu Krog qui a eu le prix Nobel au niveau de la circulation des capillaires. C'est-à-dire tous les micro-tuyaux qu'on a ici, au bout des doigts, etc.
Il y a eu un prix Nobel pour ça et ça a beaucoup inspiré aussi Salmanov, qui était le médecin de Lénine. Voilà, je voulais aussi nommer Salmanov parce que Michel Donia, il a ressorti des bouquins qui sont excellents de Salmanov, donc vous pourrez les trouver très facilement. Secret et sagesse du corps, qui est magnifique parce que au début, on a vraiment la sagesse de Salmanov, sa philosophie, son approche naturopathique, holistique, globale de l'être humain. Euh, et là, c'est un petit recueil. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a une biographie de Salmanov au début, qui est vraiment intéressante, qui était considéré comme un demi-dieu, c'est-à-dire médecin de Lénine, il pouvait rentrer au Kremlin, il avait un pass jour et nuit, il soignait le monde entier avec des bains hyperthermiques, donc des bains chauds. C'est le même principe, en fait, il jouait sur la vasodilatation parce qu'il s'était bien rendu compte, et donc il y avait eu ce prix Nobel de Monsieur Krog durant la même période, au niveau des microcapillaires, c'est que on a nos cellules d'un côté, on a notre liquide interstitiel de l'autre, et puis là, on a notre sang. Et puis notre sang, il arrive des artères, des artérioles, jusqu'aux microcapillaires, c'est-à-dire jusqu'aux tout petits tuyaux, les toutes petites ramifications, avec l'oxygène et les nutriments. Mais pour arriver aux cellules, il faut qu'il passe dans le liquide interstitiel d'abord, et qu'il arrive aux cellules pour délivrer oxygène et nutriments. Et il faut déjà que tous les tuyaux soient en bonne santé. Il faut déjà que les tuyaux soient ouverts. Et pour ouvrir les tuyaux, il y a un principe qui sera toujours là, c'est la chaleur. Ça fait partie du monde. C'est pour ça que les molécules bougent aussi vite. C'est pour ça qu'il y a des principes de thermodynamique. Et il a utilisé la chaleur, les bains chauds, pour ouvrir les tuyaux et faire en sorte que le liquide nourricier, qui vraiment est la source de la vie, c'est vraiment, si on respire et si on mange, c'est pour alimenter le sang qui alimente les cellules. Mais si nos tuyaux sont fermés, bon, bah, ça arrivera jamais à nos cellules. Et donc, c'est le lit de toutes les pathologies. Et ben lui, il a soigné donc Salmanov, la Russie tout entière avec ses bains hyperthermiques, en faisant une vasodilatation, ouverture des capillaires. Le froid, en regard de ça, c'est l'opposé, mais il va être bénéfique, il va aller de pair avec le chaud, parce qu'il va faire une vasoconstriction. Et toi qui es champion de gymnastique, Salmanov appelait ça la gymnastique des capillaires, c'est-à-dire faites de la dilatation et de la constriction. Et comme ça, vous aurez des tuyaux qui seront plus ou moins élastiques et qui seront les meilleurs véhicules pour ce liquide nourricier. Donc Salmanov, ça a été euh, une révélation parce qu'en plus, il y a une très très belle philosophie derrière que j'ai adoré. Donc l'abbé Kneip, euh, un abbé, comme je te disais, qui a une vie tourmentée, mais ses pratiques des bains froids, des bains dérivatifs, des ablutions, tout simplement l'exposition au froid, ça lui a valu, donc au siècle dernier, par l'UNESCO, une reconnaissance, je l'avais noté là, que j'ai trouvé tout à l'heure, comme patrimoine, un héritage culturel immatériel. Ah, Donc ça a été validé en 2015 par l'UNESCO. C'est-à-dire, encore une fois, pour remettre en perspective, l'UNESCO qui reconnaît mondialement l'utilisation du froid et la directive de l'État, encore une fois, je suis un peu sur les nerfs par rapport à ça parce que ça m'a froissé, mais l'État qui nous dit attention, le froid, c'est dangereux. Il y a des gens qui très bizarres sur Internet qui vous disent d'utiliser le froid, et l'UNESCO qui dit c'est patrimoine culturel, immatériel, ça fait partie du monde et il faut s'en servir. Voilà, il faut faire la part des choses ça t'a et refroidi un petit peu. ça m'a refroidi. Exactement. Il en faut beaucoup pour me refroidir, comme tu le sais. Mais là, c'était un petit peu, ça m'a titillé. Mais euh, nous, notre job, c'est simplement inspirer les gens. Et toi, inspire, donc c'est exactement ça. Inspirer les gens au changement, c'est pas dire comment il faut faire, c'est juste exposer les principes. Et vous allez rentrer dans le froid, il va y avoir une vasoconstriction. Ça, c'est un principe. Personne ne pourra me contredire là-dessus. Ben, par contre, nous, on ne vous donne pas des règles. On ne dit pas, il faut que vous restiez tant de minutes obligatoirement dans un bain froid à 0 degré, etc., etc. Il n'y Ça, a pas c'est de à vous. recette. Dans Il la n'y a pas de nature, recette. il y a des principes. Il n'y a que des principes. C'est la différence entre principe et règle. C'est à vous de trouver vous-même vos règles parce que tout est individualisé. Et l'abbé Kneip l'avait bien compris. Comme c'était un abbé, il soignait tout le monde gratuitement. Donc, je te raconte pas les médecins comme il l'avait dans le collimateur, c'est-à-dire, oh là, il y a quelqu'un qui soigne les gens gratuitement, rapidement, parce que ça marche en plus super vite, uniquement avec le froid. Donc, il s'est chopé beaucoup d'accusations par les médecins,
Voilà. C'est évidemment quand on met de l'argent et de l'intérêt dans un système, c'est normal qu'il y ait des conflits d'intérêts, hein. On critique toujours le système, mais pas les personnes en tant que telles. Hem l'abbé Kneip, il a été, salué par le pape, heu, je l'avais noté ça aussi, enfin bref, il a été reconnu, mondialement, encore une fois. Donc l'abbé Kneip, Salmanov, qui nous avons encore? Gardel, c'était un Français qui travaillait sur, les pôles, c'est-à-dire, il mettait du chaud et sur le foie obligatoirement parce que je disais: «Tout va repasser par le foie, au niveau du sang». Et là où il y avait une inflammation, là où il y avait une douleur, peu importe, il mettait une poche de glace. Et il faisait une différence, en fait, de température. Il chassait, en fait, le sang d'une zone pour l'attirer à un autre endroit, que le sang soit «nettoyé par le foie» entre guillemets, heu et ça marchait extrêmement bien. Donc méthode Gardel, fabuleuse aussi. Ça, c'est des choses que j'ai utilisées en cabinet, que j'ai utilisées, heu, avec les gens que j'accompagne, sur moi, sur ma famille. C'est fabuleux, c'est vraiment top. Même un principe de l'ostéopathie, la Oui, oui, régulation de la température dans les corps par la circulation, car les sangs est vraiment les véhicules de la chaleur dans les corps aussi. exactement. Et je me souviens quand tu utilisais dans le stage que tu as animé, auquel j'ai participé, euh, ce, cette première étape, cette première marche où les gens, tu leur faisais mettre la main dans la glace pour voir ce qui se passait. Et je trouvais ça très formateur et pertinent pour sentir tout ça. Ouais, ça c'est la première étape pour se rendre compte de qu'est-ce qu'est la sensation Mhm. et se rapprocher d'une sensation et comprendre qu'il y a quand même une partie physiologique et une partie émotionnelle liée à notre background et bagage culturel. D'ailleurs, on va en parler à la fin. Souvent, on trouve difficile, c'est travailler avec les froids et on se définit frileux, mais c'est des choses qui peuvent être changées rapidement et c'est plutôt lié à notre façon de vivre et pas à notre génétique. Voilà. Donc, on n'est Bien pas sûr. condamné Et, à être. bah oui, et comme tu l'as très bien dit, c'est souvent des idées préconçues, des choses qu'on se dit, c'est vrai que naturellement le froid, ça peut aussi être synonyme de mort dans la nature, hein. C'est vrai que, on a plein de mécanismes qui nous préservent du froid, c'est-à-dire en regard du froid, tout va s'allumer un peu dans le corps, c'est-à-dire on fait une vasoconstriction, on met le sang au niveau du noyau, on préserve les choses et cetera. On est super bien équipé pour ça. Pourquoi? Parce que, bah, au niveau de la survie, quand il faisait froid, on jouait vraiment notre peau. Il fallait qu'on trouve un abri, qu'on se couvre et cetera. Donc c'est normal qu'on soit équipé pour ça et c'est normal que ça réveille en nous un réflexe archaïque peut-être de peur et d'appréhension. Mais en regard de ça, toute notre passé culturel, notre enfance passée à entendre des phrases comme «Mets un manteau, tu vas avoir froid, tu vas attraper froid», ça nous formate dans quelque chose où j'ai peur du froid. Le froid, c'est mon ennemi, ça va faire mal, ça va piquer et il m'en veut. C'est-à-dire, si je lui laisse la porte ouverte, il va m'agresser et ça va être vraiment mauvais pour moi. Donc, il faut, C'est sûr que ouais, ça ne peut pas aider. Bah, au niveau subconscient, donc c'est celui du corps, de la physiologie, si on croit quelque chose au niveau conscient ou subconscient, ça se manifeste. C'est psychosomatique, ça on les connaît, ça peut être positif ou négatif, mais en tout cas nos croyances ont un vrai effet matériel. C'est la exactement. pensée qui agit sur la matière. D'ailleurs, je vais vous en parler rapidement, c'est une étude scientifique qu'ils ont fait récemment sur la méthode Wim Hof. Super. Mais en tout cas, donc, ce qui nous habite à l'intérieur comme croyance va déterminer aussi les résultats. Donc, c'est pas rien de pouvoir s'informer pour changer les mindsets et se dire, bah, finalement, je suis ouvert, au moins neutre par rapport à la chose. Si je suis positif, c'est bien, mais au moins neutre. Et c'est Oui, pour bien ça sûr. qu'on fait ça, pour vous donner plus d'infos et vous dire la capacité d'adaptation de l'homme à la thermorégulation est énorme par rapport à d'autres formes de vie. Nous avons vraiment beaucoup de mécanismes pour résister au froid et au chaud. Surtout au froid, en réalité. Pour les chauds, on n'a pas beaucoup de choses par rapport à, oui, bien sûr, on a la transpiration et la vasodilatation, mais pour les froids, on a la vasoconstriction, on a la thermogénèse induite par glycogénolyse ou lipolyse, on a des mécanismes, des frissons. Donc voilà, on a plein de choses. C'est sûr qu'on est super bien équipé par rapport à ça.
comme je voulais juste terminer sur notre petit tour d'horizon culturel et historique avec, avec la grande rencontre, moi, qui m'a fait rencontrer le froid, c'est-à-dire, c'est rigolo parce que, comme j'en fais beaucoup la promotion, les gens pensent que je suis pas frileux, mais je suis toujours frileux, hein. J'ai toujours froid. J'étais très, très frileux avant. Maintenant, je suis bien, c'est vrai que je me balade en t-shirt en hiver et cetera, tout va bien. Mais, c'est toujours complexe ma relation au froid et quand je rentre dans un bain froid, j'ai toujours froid. Même si elle est à 0°, j'ai froid. C'est juste ma relation avec le froid qui a changé, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Avant, quand l'hiver arrivait, je commençais à mettre double paire de chaussettes, des paires de gants et voilà, c'était vraiment à un point maladif où, ça me rendait fou. Le froid, je vraiment, j'étais là vivement l'été, et puis un jour je me suis dit: «Merde, j'en ai marre, tu vas t'en faire un allié» et je suis allé voir donc Maurice Daubard qui, pour faire le petit historique, c'est peut-être pas le Français le premier à relater le yoga Tummo, donc c'est-à-dire le yoga de la chaleur interne. Hem, Tummo, ça veut dire, courage ou bravoure, mais, au féminin. Parce que, Tummo, c'est, le mot à la fin, c'est vraiment le féminin et Tum avant, c'est le courage. Donc, c'est la bravoure, si on veut, voilà. Hem et ça peut être c'est vraiment le yoga qu'on dit de la chaleur interne. Ce Tummo-là, tibétain, d'origine tibétaine, où les moines tibétains donc pratiquent un yoga avec exposition volontaire au froid, bon, bah, ils vont au bord de la rivière, ils trempent un drap dans la rivière, ils se le mettent sur le dos, et allez, c'est parti, on fait sécher le drap avec la température corporelle. La première personne à avoir relaté ça, enfin la première personne, la première occidentale de laquelle on a des traces écrites, c'est Alexandra David-Néel, donc l'aventurière qui a traversé l'Asie de fond en comble, etc. Tibet, pays des neiges. C'est le Mais livre ouais, magnifique que je conseille à tous ceux qui ont envie de découvrir la culture tibétaine. ah ouais, là vous allez vous régaler. C'est les récits de voyage, c'est toujours passionnant. Mais alors, si on y ajoute un côté fabuleux de rencontres avec voilà des moines et des gens qui font des choses extraordinaires, ça émerveille encore plus. Mm. Et Monsieur Maurice Daubard, qui est toujours parmi nous, qui est maintenant un vieux monsieur, mais qui est toujours en pleine, je sais pas moi, sa sagesse est toujours là et nous habite. Il a 90 ans, peut-être un petit peu passé maintenant. Et donc, je suis allé faire son stage où, voilà, c'est typiquement exposition au froid de 7 heures du matin à 13 heures avec marche dans la neige, assise, nage dans le lac gelé, etc. Et transmission donc de ce Tummo, qui normalement ne peut être transmis que de maître à disciple, et pas par l'écrit. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est vraiment, toi qui parlais de Animal Flow tout à l'heure, il y a un monsieur qui est dans cette mouvance-là très connue qui s'appelle Ido Portal, qui dit toujours, vous voyez des images de nous, vous voyez, on fait des trucs aux anneaux, vous vous dites c'est pas nouveau, mais en fait, si vous venez le faire, vous comprenez. Il n'y a que en le faisant qu'on comprend. Et essayer d'imaginer des théories de l'extérieur sur la pratique, c'est illusoire. Il faut vraiment pratiquer et à partir de cette pratique-là, dégager des théories qui seront lacunaires, mais qui essayeront d'expliquer ce qu'on a ressenti dans la pratique. C'est ça que j'aime. Et malheureusement, de nos jours, il y a un côté un peu pernicieux à cette société de l'information que l'on a, où il y a de l'information partout. Dans les mêmes canaux circulent opinions, avis, études scientifiques, etc. Et c'est très difficile de démêler tout ça. Malheureusement, on peut être un peu perdu et vouloir essayer de comprendre le monde en restant à la surface des choses. C'est-à-dire, on est à la surface de l'océan sur un bateau et on essaye de comprendre le fond de l'océan sans jamais y plonger. Et là, ce que j'ai aimé avec le Tumo, c'est vous plongez d'abord, vous allez voir tout au fond de votre être, c'est-à-dire dans un bain à 0°, oui, là, c'est clair que vous êtes seul avec vous-même. Et puis, quand vous réémergez, il y a des sortes d'épiphanies qui vous font comprendre plein de choses. C'est vraiment ça qui était passionnant avec le Tumo, où c'était d'abord expérimenter. Maintenant, après avoir beaucoup parlé, j'aimerais savoir, toi, comment tu es rentré dans ton parcours, même si tu veux le dire de façon très courte, dans cette méthode Wim Hof. Euh, voilà. Oui, bien sûr. Donc moi, comme, en tant qu'instructeur de cette méthode Wim Hof, où le froid a un rôle central avec les autres piliers, je me suis exposé de façon graduelle et progressive au froid, car moi j'ai des origines italiennes.
J'ai grandi sur la côte italienne où il ne fait pas très froid. Même l'hiver, ça descend rarement à moins de 10 degrés. Donc, on Mmh. parle vraiment du sud de la France. Mmh. Et j'ai Avignon, jamais moi. vraiment été exposé Mmh. au froid. Et dans ma culture, il faut éviter l'exposition aux éléments difficiles. La pluie, d'ailleurs, on est terrorisé par la pluie comme si on était fait de sucre. Euh, et au froid, on s'est couvré des façons, comment dire, avant même de s'exposer à l'élément. On ne testait même pas, c'était juste, c'est avril, c'est manteau, c'est octobre, c'est manteau. C'est par rapport voilà, à un Au contexte calendrier. Le culturel. calendrier a dit qu'il fallait se couvrir. Voilà, moi je grandis comme ça. Donc à l'âge des 25 ans ou 26 ans, plus ou moins, j'ai un peu commencé à explorer autre chose. J'ai connu la méthode Wim Hof et j'ai commencé à m'exposer au froid, mais de façon graduelle, je vous dis, parce que j'ai parti de loin. Et avec des douches froides pour commencer. Après, il y a eu les bains dans la nature. C'était la mer, c'était des rivières, c'était des lacs, des montagnes, des bains glacés, etc. Ça m'a pris du temps pour changer un peu ma physiologie, mais en même temps, ça a été vite. Ça veut Mmh. dire que les corps a des capacités d'adaptation incroyables, mais il ne faut pas forcer non plus, et ce n'était pas mon objectif. Je ne voulais pas faire des records, mais je voulais explorer et me faire du bien, et c'est ce qui m'a donné. Donc, à partir de 2016, j'ai commencé à pratiquer avec le froid, et ça a été un crescendo. Et c'est une pratique qui ne s'arrête jamais. Je continue à pratiquer de façon régulière, et j'avance et j'ai recule en même temps. Ça veut dire que j'apprends de plus en plus, mais ce n'est pas pour cela que j'ai fait de plus en plus d'expositions. Mais j'ai, comment dire, je l'adapte. Je l'adapte de façon plus intelligente. J'apprends les signaux subtils de ce qui nous communique les froids. Et d'autres exercices les font aussi, la respiration, le mouvement ou autre chose. Et donc, voilà comment je me suis mis à l'exposition au froid. Je me rappelle que quand j'étais tout petit, j'avais un peu en tendance, quand je faisais mes balades en montagne l'été avec ma famille, à être attiré par l'eau froide. Je voulais sauter dans les lacs froids des montagnes. C'était pas gelé, mais c'était froid, je sais pas, entre 5 et 10 degrés, quelque chose de ravigorant. Et je me rappelle que tout le temps, ma famille me disait non, mais juste les pieds, fais attention. Et une fois, ils m'ont dit, mais vas-y, c'est pas grave. Et je m'étais jeté dans ces lacs, et c'était juste sympa. J'étais petit, j'avais peut-être 8 ans, 6 ans, je me rappelle plus. Et je jouais avec, je forçais pas, je sortais, je rentrais. Et je me rappelle donc c'est là, et ça m'est revenu à l'esprit récemment que je me suis remis à découvrir les froids. Je me dis, mais finalement, on est même attiré des fois. On sent que ça peut nous faire du bien, et c'est juste un côté culturel que ça peut nous bloquer ou même les juger. Et donc quand j'étais petit, j'avais pas cela, et je m'exposais, et je me rappelle de temps en temps quand je pouvais. Et après, c'est avec l'adolescence, avec toute la culture, les bagages culturels qui commencent à faire partie de nous, je m'étais coupé de l'environnement. Donc là, je me suis réexposé, et ça fait tellement du bien de redécouvrir la nature. Ça veut dire de pouvoir s'exposer aux saisons, toutes les saisons, de n'a pas avoir peur d'une saison ou de l'autre, et d'être beaucoup plus libre dans nos mouvements. Ça veut dire que moi maintenant, quand je rentre en Italie, là j'habite à Paris, en France, quand je rentre en Italie l'hiver, c'est Noël, il fait un peu froid, c'est frais, il n'y a personne dans les plages. Moi j'y vais et je vais me baigner à la mer. Et j'ai aucun problème, et j'en profite. C'est des moments incroyables, c'est pas un Mmh. torture, c'est pas un supplice, c'est magnifique. Et donc j'ai ouvert par exemple mon horizon. Je peux vivre avec la nature plus loin. Ça me donne quoi? Moins de stress. Finalement, je suis moins stressé parce que je ne les subis pas. Je suis avec. Et il y a plein des explications plausibles pour tout ça, mais l'idée c'est que nous, on est fait pour vivre en contact avec la nature. Et l'effet de s'écouper autant de la nature, ça cause des problèmes. Donc, avec ces discussions qu'on a tous les deux, notre objectif c'est de vous dire que le froid, ça fait partie de notre nature autant que les chauds. Et qu'on ne doit pas dire les froids c'est mal, les chauds c'est bien, ou vice versa, éliminer les chauds de notre vie. Et c'est réintroduire un élément, et c'est une autre face de la même médaille, et qui est les deux, c'est vraiment les principes du yin et yang, de l'équilibre. Moi, je les trouve, c'est un principe naturel. On a besoin des deux côtés pour être équilibré. Si on est que d'un côté, on ne peut pas être équilibré. Donc, ni tout le temps le froid, ni tout le temps le chaud. Donc, je me suis remis à cela. Ça m'a énormément aidé.
moi, j'ai été toujours sportif, je vous disais, mais j'ai toujours souffert des problèmes d'inflammation. Toujours. Et j'ai pensé que c'était ma génétique. Et j'ai vraiment jamais étudié les problèmes. Je n'ai pas une formation naturopathe, je n'ai pas étudié la médecine biologique, mais j'étais ingénieur. Donc la science, je l'ai toujours étudiée, la thermodynamique. Moi, je suis ingénieur de l'énergie, donc je connais la thermodynamique, les principes de la physique. Ils m'ont toujours passionné. Et c'est finalement en retravaillant avec la nature que je commence à utiliser ces lois sur la vie, sur mon corps, et que donc ma santé, bah, je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux au point de me dire mais comment j'ai fait avant, comment je faisais, comment je faisais. Et c'était sûrement pas la meilleure façon. Voilà comment je me suis mis et depuis que j'ai commencé, je pense qu'il y a quelques milliers de personnes que j'ai suivies pour les aider avec la méthode Wim Hof ou autre et je vois beaucoup, beaucoup de témoignages positifs. Finalement, quand on laisse la place au vivant, il s'exprime chez tout le monde. C'est ça qui est fou, c'est qu'on a tous, on a tous cette porte. Cette porte, elle existe parce qu'on est tous humains. Donc, à partir de là, le degré de variabilité sera propre à chacun, c'est-à-dire le temps d'exposition, la manière de s'exposer au chaud et au froid, peu importe. Tout ça, ça va s'adapter parce qu'une personne de 20 ans, évidemment, elle n'a pas la même physiologie qu'une personne de 90 ans, mais les principes restent les mêmes. Donc, ce sera un petit peu différent, mais la porte pourra être ouverte. Et une fois qu'elle est ouverte, c'est une porte d'abord vers soi-même, donc on se redécouvre soi-même, on voit ses qualités, ses défauts, on voit beaucoup de choses qu'on avait mis sous le tapis, qu'on voulait pas voir parce qu'ils faisaient un petit peu peur, mais dans le froid, tous les masques tombent. Et là, tout d'un coup, oui, c'est un vrai cheminement personnel. Et je pense que un autre monsieur que tu connais sans doute très bien, Jean-François Tual, qui a écrit un livre sur justement par rapport à la méthode Wim Hof, et il a appelé "Le froid m'a sauvé". Euh, Moi, je pourrais dire "l'hormèse m'a sauvé" parce que ça a été à travers le chaud, le froid, le sport, etc. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, vous enlevez ça de notre quotidien, qu'est-ce qui me reste comme outil pour travailler sur moi-même? Bah, très peu de choses. Heu, Vraiment très peu de choses. On est quand même des éponges à notre environnement, et comme notre environnement est bombardé d'informations sans cesse, c'est difficile de prendre du temps à passer avec soi-même. Donc, je trouve que ces portes d'entrée-là, elles sont fabuleuses parce qu'elles sont immédiates. C'est tout de suite là. C'est tout de suite disponible, c'est des principes, il y a juste à l'adapter à la personne qui peut être un petit peu, au début, bon, du tâtonnement, mais peu importe, peu Il faut importe. adapter. Ouais. Ouais, il faut adapter, et puis ce cheminement-là, il est vraiment tellement riche en apprentissage que, voilà, tout ça, c'est passionnant. Hem, On peut peut-être Physiologie? parler rapidement des quelques principes physiologiques en lien Allez, avec c'est le parti. froid. Ouais. Et moi, j'ai quelques éléments et après tu pourras compléter. Tu as déjà parlé de la vasoconstriction et de la vasodilatation, donc l'entretien, la gymnastique du système cardiovasculaire. Alors, on parle, comme tu disais, de la base de la santé. Bon, sans système cardiovasculaire qui fonctionne correctement, on ne peut pas être en santé. Aujourd'hui, la cause numéro un de mortalité dans le monde, c'est les maladies cardiovasculaires liées à notre style de vie occidental. Voilà, on peut pas C'est un en fait. passer de voir qu'il y a des causes et effets sur notre style de vie et notre santé. Bien sûr, on vit plus longtemps, on a beaucoup d'accès aux ressources et c'est magnifique. Par contre, les maladies cardiovasculaires restent la cause numéro un des mortalités. Et ces systèmes cardiovasculaires, les artères, les veines, les capillaires, sont entraînés. On leur donne de la vitalité, de l'élasticité et de la longévité par un exercice physique au quotidien, qui peut être le sport, parce que les mouvements, la gymnastique, et les battements du cœur, ça s'entraîne, les systèmes cardiovasculaires, on parle d'entraînement cardio, rien. Mais les froids et les chauds, c'est très très efficace. On passe d'une vasoconstriction à une vasodilatation en faisant un gymnastique de nos veines, nos artères, du tissu musculaire qui existe aussi de ces côtés-là. Ça, c'est vraiment un principe important. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que les corps a une très bonne capacité de thermorégulation. Euh, Tout ça est réglé au niveau du système nerveux central et système nerveux autonome. Donc, l'hypothalamus, c'est notre centre thermostat, a beaucoup de capteurs de température dans les corps qui sont très très précis. Jusqu'à 0,01 degré
Celsius, des variations ils peuvent ressentir. Donc on parle des thermomètres très précis. Donc ils utilisent en série des capteurs pour évaluer les changements des températures à l'extérieur et à l'intérieur, et par les biais du système nerveux autonome qui est périphérique, qui se divise dans une branche sympathique et parasympathique, met en action des réponses pour la thermorégulation. Donc la thermorégulation, ça peut être, par exemple, si on est exposé au froid, de réduire la perte de chaleur. Et la vasoconstriction, c'est ça, les principes de la vasoconstriction, c'est réduire la surface d'échange thermique avec l'extérieur. Donc on réduit la chaleur perdue, entre guillemets, par irradiation, mais par convection aussi. Donc c'est un principe physique de la thermodynamique. Voilà, les corps, les fait tout seul, on n'a pas besoin d'y penser. Mais on a d'autres mécanismes. Par exemple, on a les muscles qui s'activent, les frissonnements. On a les métabolismes qui s'accélèrent, qui s'activent jusqu'à 300% pour produire plus de chaleur. Et cette chaleur est produite par des mécanismes de thermogénèse. Ça veut dire qu'on produit directement la chaleur, soit par les mouvements musculaires qui génèrent par leur activation normale de la chaleur, mais par des mécanismes aussi d'utilisation de la graisse. Et on parle là de la graisse brune. Donc vous avez peut-être entendu parler du tissu adipeux marron, BAT, Brown Adipose Tissue, que c'est un tissu où il y a une haute concentration en mitochondries, les cellules de l'énergie dans le corps, qui utilisent de la matière pour la reproduire en chaleur, la transformer en chaleur. C'est des réactions de combustion. C'est, voilà, on brûle la graisse et on produit de la chaleur, c'est la lipolyse. Et c'est d'ailleurs un des peu mécanismes naturels qui peuvent nous permettre d'utiliser directement la graisse avant de passer du glucose. Il y a, dans les jeunes, si on jeûne, il y a certains mécanismes similaires à un certain moment. Mais voilà, donc c'est un mécanisme direct par cette graisse brune qui est présente dans les enfants, dans les bébés, pour les garder au chaud et qu'on perd en vieillissant, à la fois parce qu'on s'expose moins à la nature et à la fois parce qu'on produit des muscles, et les muscles peuvent produire aussi de la chaleur. Mais on peut reproduire à nouveau cette graisse brune par l'exposition au froid, graduelle et progressive, mais aussi constante. Donc c'est là, on l'a vu dans les nageurs en eau froide et aujourd'hui dans les pratiquants de la méthanormose. Donc on produit cette graisse qui est localisée dans les torseaux, c'est autour des organes vitaux, parce que c'est leurs organes vitaux qu'on doit garder au chaud. On s'en fout d'avoir les mains froides, et les corps, ils le savent très bien. Et donc, il produit ici devant les thorax, derrière les omoplates, on produit de la graisse brune qui, voilà, produit par thermogénèse de la chaleur. Et il y a d'autres mécanismes intéressants, c'est la glycogénolyse, donc on utilise là le glucose donc, dans les sangs pour produire de la chaleur. Et c'est pour cela qu'après le froid, souvent on a faim. Donc, mais il ne faut pas manger tout de suite, il faut d'abord se réchauffer. Mais voilà, on consomme du glucose. Et ben, on le transforme lui aussi en énergie, en chaleur, pour réchauffer les corps. Et imaginez, vous, où on va produire cette chaleur dans les tissus intercostaux. Et ben, c'est très intéressant parce que c'est autour des côtes, autour des poumons, autour du cœur, et autour de l'intestin, du pancréas. Et là, on produit par ces tissus beaucoup de chaleur. En fait. C'est du même niveau que les tissus marrons et ça a été découvert par l'étude scientifique Michigan 2019 qui s'appelle Brain over Body sous la méthode Wim Hof, où Wim Hof a été étudié dans un PET scan et dans une machine, un électroencéphalogramme, je ne sais plus comment on dit, mais un IRM peut-être, je sais pas. Voilà, IRM, c'est ça qu'ils ont fait, c'est plus précis. Et donc, ils ont vu dans les cerveaux quels mécanismes se mettaient en place et dans les corps, avec le PET scan, où ça venait la chaleur. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a donc ces mécanismes de thermogénèse qui sont activés par les cerveaux centrales. Les cerveaux changent, la physiologie répond. Donc ça, c'est comment ça fonctionne. Après, c'est intéressant de savoir qu'il y a toute une réponse donc, du système nerveux autonome. Donc, il y a les cerveaux qui l'agissent, la physiologie qui répond, mais comment ça se fait? Ça se fait par les systèmes nerveux autonomes. Et les systèmes nerveux autonomes, qui est périphérique, a deux branches, la sympathique et la parasympathique, et c'est surtout la sympathique qui s'active pendant l'exposition au froid. Donc, il ne faut pas penser que la sympathique est négative juste parce qu'elle est liée à l'activation. On l'appelle combat-fuite, mais c'est aussi l'activation de l'énergie dans le corps ou l'utilisation de l'énergie. Et elle est nécessaire pour faire en action. Si vous voulez vous lever d'une chaise, vous avez besoin du sympathique. Donc, on ne peut pas s'en passer. Mais il faut que ça soit équilibré. Aujourd'hui, on parle beaucoup des stress chroniques. Ça veut dire que là, on est trop dans les sympathiques.
ça, c'est pas naturel, c'est pas équilibré. Mais bon, pour revenir à l'exposition au froid, il y a une activation sympathique. Donc, cette activation sympathique du système nerveux autonome, comme ça, produit des hormones, des neurotransmetteurs spécifiques, avec des actions spécifiques. Et d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est la production de la noradrénaline, qui est utilisée par les corps pour avoir de l'énergie, pour être plus concentré, avoir plus de sang au cerveau pour fonctionner bien et pour avoir une bonne humeur. Donc, on a de la noradrénaline qui est produite, on a de la dopamine, on a de la sérotonine, des endorphines et du cortisol, et qui font un vrai cocktail de bonheur. C'est pour cela qu'après l'exposition au froid, on se sent bien et on peut l'utiliser même pour être concentré. Et l'exposition au froid a des effets positifs aussi contre la dépression. Il y a des études que l'UMOF est en train de faire sur ça. Et il y a beaucoup de témoignages autour de ça. Donc, il y a une production hormonale très intéressante. Et cette production hormonale agit aussi au niveau de l'inflammation dans les corps. Donc, ça a été vu dans une étude scientifique, et c'est l'étude de 2014 et 2019, toujours autour de la méthode Wim Hof. On va peut-être en parler après un peu plus dans les détails, mais où ils ont vu qu'il y a aussi qu'il y a un rôle anti-inflammatoire du froid. Ça, on le sait déjà, on s'est fait mal, on applique du froid à l'endroit pour enlever cette chaleur liée à l'inflammation. Ils ont vu que vraiment il y a un changement dans les sangs. Les protéines pro-inflammatoires sont réduites et les protéines anti-inflammatoires sont augmentées. Donc, on parle du facteur TNF-alpha, IL-6, 8 et 10, que c'est positif. Donc, il y a cet aspect-là important, mais ce n'est pas fini. Ils ont observé que le froid est intéressant et ça peut impacter les systèmes immunitaires. Ça augmente la production des lymphocytes, des cellules, des globules blancs qui sont utilisés. C'est les soldats du système immunitaire. Ils les ont vus dans les nageurs en eau froide, dans les pratiquants de la méthode du blanc. Donc, ça peut être très intéressant. Aujourd'hui, on parle de l'immunité, du système immunitaire. Donc, à savoir qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites qui montrent que l'exposition au froid graduelle, progressive, non forcée, équilibrée, ça aide pour cela. Et après, il y a plein d'autres choses, mais il y a la variabilité de la fréquence cardiaque qui est aussi influencée par le froid. Donc, on parle des irrégularités du battement du cœur qui sont saines parce qu'elles montrent un équilibre entre les deux branches du système nerveux autonome. Ça veut dire qu'on a une branche qui accélère, une branche qui freine, et ces deux côtés sont actifs en même temps de façon équilibrée. Dès que notre variabilité de cette fréquence cardiaque augmente, ça veut dire que les deux systèmes sont sains, équilibrés de la même façon. Et l'exposition au froid l'augmente, comme d'autres techniques de respiration, du pranayama, etc., ou la cohérence cardiaque. C'est un exercice de respiration que peut-être vous connaissez. Mais d'autres choses aussi intéressantes sont autour de la longévité, de l'effet antioxydant du froid, donc même la réparation du cerveau, sans aller dans les détails, mais juste pour savoir que pendant la nuit, dans une phase où on est parasympathique, repos, digestion, les corps baissent sa température. Ils baissent cette température pour augmenter la régénération, la récupération du corps, et que les froids conservent, on le sait comme concept. Les corps l'utilisent aussi. On ne parlait pas des 10 degrés de différence, on parle peut-être d'un demi-degré, mais les corps refroidis se régénèrent. Donc, il y a un lieu, donc c'est important sur la longévité. Et juste pour terminer, ça peut être intéressant aussi de deux côtés, peut-être sur les sports, la récupération musculaire. On peut utiliser l'alternance chaud-froid pour faciliter la récupération musculaire. Et les côtés esthétiques, la production du collagène pour la peau et les cheveux, ça peut être intéressant. Et aussi les côtés perte de poids, parce qu'on parlait que les métabolismes accélèrent, on produit de la chaleur par là. On brûle les graisses blanches, celles du ventre, pour produire de la chaleur, donc on perd aussi du poids. Voilà, c'est des éléments que je pense sont intéressants, mais ce n'est pas tout. Et je pense que je peux te laisser compléter, par exemple, par rapport à l'hormèse, les principes d'homéostasie, ou autre chose que tu penses qu'on peut ajouter sur ces concepts physiologiques du froid. Super, merci Léo parce que tu nous as fait un tableau vraiment complet de plein de choses, des choses qui sont vraiment les points essentiels à retenir, je pense, autour de notre exposition au froid et même plus généralement autour de la loi de l'Hormèse, c'est-à-dire cette capacité qu'a le corps à, quand on on le soumet à un stress qui est puissant et ponctuel, il s'adapte, il répond, mais il faut qu'il réponde de la bonne manière. Et là, c'est très important que tout le monde sache bien s'observer.
tu as parlé de la noradrénaline, c'est un peu celle qui revient tout le temps. Voilà. C'est-à-dire, elle est là quand ça se passe bien. C'est-à-dire, toutes les études scientifiques, quand on nous montre que, bon, ben, il y a toutes les cytokines du genre, et les molécules pro-inflammatoires, comme tu as dit, les interleukines 6, etc., le TNF-alpha est descendu, et d'autres anti-inflammatoires remontent, certaines prostaglandines, etc., qui sont bénéfiques, remontent aussi quand certains gènes, tu as dit, il y a, voilà, les graisses blanches sont transformées en graisses brunes parce qu'il y a plus de mitochondries, ben, certains gènes qui font cette production de mitochondries, donc c'est de mémoire l'UCP1-alpha et le PGC1-alpha, ils Oui, sont activés par la noradrénaline. Donc on retrouve encore notre noradrénaline à ce niveau-là. Et puis, l'augmentation des globules blancs aussi, comme tu as dit, des lymphocytes. Il y a encore la noradrénaline dans le tableau. Euh, Comme tu l'as très bien dit, la noradrénaline, c'est le focus, on se sent bien, on arrive à classifier ce qu'on va faire dans la journée par ordre d'importance. J'ai ça à faire, j'ai ça à faire. C'est presque le bon stress. C'est ce qui nous permet de faire un passage à l'action clair. On est clairvoyant et tout va bien. À mettre en regard avec l'état de panique. C'est-à-dire, là, c'est plus la bonne lutte où je suis clairvoyant, je sais comment me sortir de l'épreuve, du froid, du chaud, peu importe, de l'effort physique. Tout d'un coup, c'est la panique totale. La coordination part dans l'espace. Je sais plus, je suis perturbé, je suis vraiment stressé, comme on l'entend dans le sens moderne du terme. Et ça, par contre, c'est le passage de la noradrénaline en adrénaline. C'est-à-dire, c'est le mode survie. Il n'y a plus rien qui compte. Ma vie est en jeu et il faut que je parte, que je fuis, que peu importe, ou que je me batte, mais de manière pas contrôlée. Et ce qui transforme la noradrénaline en adrénaline, c'est le cortisol dans les glandes surrénales, qui active une enzyme qui s'appelle la PNMT, donc c'est une transférase, donc elle transfère la noradrénaline en adrénaline. Et là, tout d'un coup, euh, on n'a pas du tout le même comportement. Et si vous faites un bain froid, je vous conseille toujours d'avoir un carnet de notes à côté de vous. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de faire. C'est toujours noter mon état d'esprit pendant, si je peux aussi avant. Voilà, comment j'y entre dans ce bain froid, mais pourquoi je le fais. Pendant, donc c'est-à-dire je fais mon bain froid et après je vais noter qu'est-ce qui s'est passé pendant mon bain froid. Et après, comment je me sens, comment je reprends contact avec l'atmosphère, etc. Toutes les informations que vous allez mettre sur votre carnet vont être d'une extrême importance parce que ça va vous donner des clés de savoir si justement vous étiez dans ce mode noradrénaline, contrôle de soi et j'expérimente avec le sourire aux lèvres, ou est-ce que je sors de mon bain froid ou de ma douche froide et je file me couvrir, je me sèche et puis en fait au fond de moi je me dis ah j'ai pas envie de le refaire demain et puis etc. Et je suis en fait dans un mode de lutte, dans un mode de fuite justement. Je reste pas à côté de ma baignoire froide ou de mon bain froid ou de ma rivière. Je veux fuir, je veux oublier cet événement. Et ça, c'est très important. Et dans les stages, je pense que tu le vois très bien. On voit ces types de personnes. On voit ceux qui, ils ont passé le bon temps qu'il fallait dans la rivière. Ils ressortent, ils sont tout gais, ils sont contents d'avoir fait un truc. Et puis, un certain, bon, ouais, bon, d'accord, mais je me sèche et puis je rentre et puis ils restent dans leur coin et finalement, c'est une sorte d'éviction et on n'est pas du tout dans le passage à l'action, on n'est pas du tout dans le gain vraiment mental. Et s'il n'y a pas le gain mental, il n'y aura pas le gain physique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment cet état d'esprit-là qui conditionne un peu tout le reste. Parce que justement, ça s'exprime au niveau des hormones, comme tu l'as très bien expliqué. Donc ces neurotransmetteurs et ces neurohormones, elles sont hyper intéressantes à comprendre. Qu'est-ce que j'aurais de plus à rajouter? Ben, pas grand-chose, parce que dans toutes les portes qu'on a de l'hormèse, c'est quand même toujours mettre le corps dans un mode plus ou moins de survie, c'est-à-dire que ce soit l'effort physique très intense. D'ailleurs, pour la petite anecdote, en relisant la biographie de l'abbé Kneip, c'est très rigolo parce qu'on le diagnostique à 25 ans avec une tuberculose, et lui, il va se baigner dans le Danube, comme ça. Ça l'inspire. Non, il avait trouvé des récits de gens qui s'exposaient au froid et ça l'inspire. Il se met dans l'eau froide, il se sent tout euphorique, etc. Et en fait, tous les jours, ce qu'il faisait, c'est qu'il alternait bain froid très rapide, quelques secondes, et après des sprints. Donc derrière, il avait envie de sprinter, tu vois, de faire aussi de l'exercice physique. Et si on étudie la physiologie qu'il y a derrière un sprint de 10, 20 ou 30 secondes, vous allez voir toutes les corrélations et les choses identiques à l'exposition au froid, mais aussi à l'exposition au chaud, mais aussi à l'hypoxie, mais aussi, en fait, les portes de l'hormèse.
la réponse physiologique au danger ou au stress, s'il est bien géré en termes de qualité et de quantité, c'est toujours la même. Notre loi de l'Hormèse, ce principe-là est toujours Oui, plus ou moins le même. c'est un très bel. Moi, je pense que c'est un bon principe de la nature. Moi, je l'imagine comme un cône renversé. Au centre, c'est l'équilibre de notre physiologie. Et là, c'est les spots des santé où on se sent bien. Et si on perturbe les centres avec un stress des deux côtés, donc ça peut être les chauds, ça peut être les froids, ça peut être beaucoup manger ou pas beaucoup manger, ça peut être beaucoup respirer ou pas beaucoup respirer, eh ben, on perturbe l'équilibre. Si on les fait de façon pas trop grande, on revient à l'équilibre et on apprend à revenir à l'équilibre de façon plus efficace. Donc, on augmente notre capacité à s'adapter. Mais si on les fait trop, on va trop loin, ça pourrait perturber les systèmes. Et donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas forcer. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas s'improviser avec les choses, mais il faut y aller tâtonnant, en observant nous-mêmes les choses progressivement. Il ne doit pas se presser à apprendre. Aujourd'hui, nous, on l'a beaucoup, ces côtés, on n'a pas le temps, donc il faut aller vite et rapidement, mais en réalité, à la nature, ces principes n'existent pas. Donc, ces concepts-là, de ces cônes, je les trouve très intéressants et de se dire que l'équilibre, les centres, c'est la santé, et les déséquilibres, c'est la maladie. Pour moi, c'est vraiment évident. Et je pense que ça rentre totalement dedans, exposition au froid ou autre chose dont on pourrait parler dans l'hormèse. C'est au stress, ce stress positif, qui nous permet de finalement nous renforcer parce qu'on ne peut pas, comme on disait au début, on ne peut pas éliminer les stress de la vie. On ne peut pas. On ne peut pas s'isoler dans un endroit où on n'aurait jamais de stress. Il y a trois types de stress. Il y a un stress mécanique, contusion, on peut essayer de rien toucher, d'être totalement intouchable. Après, il y a des stress chimiques, ça peut être la pollution, ça peut être au physiologique, physio-chimique, ça peut être le froid, les choses, etc. Et après, il y a les stress mentaux, émotionnels. Donc, de toute façon, il y aura quelque chose qui va nous perturber. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est être capable, comme comme un bambou, s'il y a les vents, de se plier et revenir. Et ne pas être rigide et de se casser et rester sur un côté. Donc, c'est vraiment ces principes de garder la flexibilité et de la résistance en même temps. Et donc, c'est là qu'on fait, par exemple, avec l'exposition froid, chaud, ou la méthode Wim Hof, ou autres principes, ou autres techniques qui utilisent ces principes, comme les exercices de respiration, les pranayama, etc. Toute notre physiologie, elle est basée sur cette élasticité, de toute façon. Et tu sais, c'est dans les extrêmes qu'on a fait les plus belles découvertes. On a beaucoup critiqué dans les années 70 les bodybuilders, parce que Schwarzenegger, on voyait des trucs, des muscles pas possibles, etc. Ils sont allés trop loin. Mais en allant trop loin, ils nous ont exposé certains principes super intéressants, dont, dont la surcompensation musculaire. C'est-à-dire, je pousse très fort, je dors beaucoup, et je construis beaucoup de muscles. C'est exactement ça l'hormèse. C'est-à-dire, vous faites quelque chose d'adapté à votre corps, vous l'exposez à un agent stressant, mais il faut qu'il soit adapté. Vous vous reposez beaucoup, parce que cette phase de repos et d'intégration est Oui, primordiale. Et tout d'un coup, vous dépassez votre point de départ. C'est-à-dire, vous êtes parti d'un point qui était là, et puis le lendemain, vous êtes là. Et puis après, le surlendemain, vous êtes là. Si c'est toujours adapté, et si on ne tombe pas dans des formes de routine, parce que le corps, lui, il veut survivre. Donc dès qu'il va pouvoir s'adapter à quelque chose de stable, il va se mettre. Donc il faut le surprendre, il faut varier les choses, les températures, les poids, les machins, peu importe. On surprend aussi notre physiologie parce que dans la nature, tout est surprise. Il y a toujours un animal qu'on n'avait pas prévu, etc. Il n'y a que notre monde moderne humain qui est linéaire au possible. Il faut savoir réinventer un peu ce contexte naturel-là, comme on l'a dit au début. Et on a en fait, ce système qui est décrit par Nassim Nicolas Taleb comme antifragile. C'est vraiment un vase ou un verre, il est fragile, je le lâche, il se casse. Quelque chose que je lâche et qui se casse pas, c'est robuste. Quelque chose que je lâche et qui tape au sol, et parce que je l'ai lâché, qui s'est tapé et qui s'est pas cassé, c'est renforcé, est devenu plus résistant, c'est antifragile, c'est notre hormèse au niveau biologique, c'est exactement ça. Donc, pour parler, tu as donné des très bons conseils. Moi, ce serait vraiment plus ou moins les mêmes pour commencer l'exposition au froid. Euh, Tout le monde, je pense, a une douche à la maison. Donc, tout le monde peut commencer avec la douche. Comment faire pour la douche? Alors là, il y a vraiment des, comme disent les Américains, des baby steps. Alors, si vous voulez commencer tout petit, vous faites pas tout le corps,
vous faites que les jambes, les bains dérivatifs, il y a plein de bonnes choses. Rien que cette vasoconstriction au niveau du bas du corps va être très bénéfique. Les bains dérivatifs qu'on fait beaucoup en naturopathie, qui ont été popularisés par France Guillain, etc. Rika Zaraï aussi, on en a beaucoup parlé. Pour décongestionner la zone du petit bassin, c'est extrêmement bon parce que beaucoup de choses stagnent à ce niveau-là. Donc le froid à ce niveau-là, localisé, ce sera très bien. Ce sera une première approche du froid, comme tu le fais le premier jour dans tes stages, avec la main dans l'eau glacée, dans la glace. C'est exactement ça. On prend conscience du froid. Et le truc assez fou, c'est que cette sensation de froid, localisée, elle sera pas elle sera pas plus forte si vous le faites sur tout le corps ou légèrement plus forte. Et Moi, là, je vous êtes. dirais même les contraires Mais par oui, rapport à l'expérience que j'ai dans les stages et moi-même, de mettre juste les mains et les pieds. c'est C'est presque pire. physiologiquement simple parce qu'ils sont en partie localisés, mais au niveau de la sensation, c'est plus intense. Et Si oui. on les fait avec tous les corps s'adaptent beaucoup mieux, donc Mmh. ils sentent beaucoup moins. Mais voilà, il faut y aller, comme tu disais, progressivement. Et je te laisse terminer, mais après, j'ai un petit protocole que je vais donner aux gens pour. Super. Eh ben alors, tu vas faire les choses très scolairement et moi je vais faire les choses comme d'hab, en disant plein de trucs, un peu comme ça à droite à gauche, mais je vais juste, ce qui m'intéresse toujours moi c'est la discipline, et je vais juste me répéter et dire, notez les choses. Notez, notez, soyez disciplinés dans toutes vos pratiques, parce que c'est vraiment la clé salvatrice. Ça a été pour moi et tous les gens qui ont réussi à haut niveau, que ce soit dans les sports, que ce soit au niveau, je sais pas moi, au niveau de leur boulot ou peu importe, ils disent que ça passe par une bonne discipline et ça passe souvent par tenir un journal. Noter les choses qui se sont passées, comment m'améliorer, etc. Donc là, profitez-en pour noter vos ressentis. Profitez-en pour vous dire, j'ai fait une douche froide ce matin, c'était la première, ça s'est super bien passé. Et puis les jours où ça se passe mal, vous notez aussi que ça se passe mal. Et ça va vous aider, ça va vous rassurer, parce que cette histoire de mettre dans le premier jour du stage les mains dans de la glace, pourquoi tu fais faire ça aux gens? C'est parce qu'ils ont peur. Tout le truc, c'est de retirer la peur de l'équation. Une fois qu'il n'y a plus la peur de l'équation, vous allez voir qu'en fait, le champ des possibles, comme tu parlais d'un cône, tout d'un coup, c'est beaucoup plus large que ce que vous pensiez. Et surtout, la peur va induire au niveau hormonal tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire le mauvais côté de passage du cortisol à l'adrénaline, etc. Donc, ce facteur peur, pour l'enlever, on peut utiliser le meilleur médium qu'il y a entre la pensée et le monde réel, c'est-à-dire l'écriture. C'est-à-dire, je pose sur papier ce que j'ai pensé, etc. C'est rassurant. J'ai fait quelque chose de dingue. C'est-à-dire, j'ai pris une douche froide ce matin alors que j'ai l'habitude de prendre une douche chaude. Je suis fier de moi. Il y a plein de choses qui se passent quand on écrit. Donc voilà, mon petit conseil pour la routine et pour bien commencer dans le froid, c'est commencer petit et écrivez. C'est super. Et je voulais juste dire que je donnerai les références à des études scientifiques simples, accessibles autour du froid et de la méthode Wim Hof. On a parlé tout à l'heure de l'étude sur Brain over Body, de l'exposition au froid des Wim Hof. Il y a d'autres articles de l'injection de cette bactérie à Wim Hof et comment le corps a répondu. C'est intéressant. C'était en 2014 où toujours il y a eu cette action anti-inflammatoire, respiration et froid. Et après, il y a deux autres études qui peuvent être intéressantes. C'est une étude récente, 2019, sur les maladies chroniques inflammatoires, la spondylarthrite. Et là, ils ont vu comme la réduction d'inflammatoire est présente sur plusieurs semaines. Donc après des semaines de pratique, ça reste. C'est pas juste ponctuel. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour les maladies auto-immunes parce qu'aujourd'hui, l'inflammation est à la fois la cause, la conséquence des maladies qu'il y en a. Et on doit juste redécouvrir certaines choses, certains principes pour éliminer ça parce qu'elle est en train de découvrir la santé de l'homme. Euh, voilà, on pourrait en parler d'autres choses comme les grounding et la respiration. On pourrait vraiment échanger beaucoup, mais voilà, c'est une étude intéressante sur le froid et la méthode de Murph. Et un autre protocole, c'était celui des douches froides. Je vous les note, je vous les cite parce que ça va me permettre de faire la transition. En Hollande, 2015, beaucoup des participants ont été testés pour 30 jours à faire douche froide. Simplement des douches froides. On ne parlait pas de faire des records d'immersion dans un bain de glace tous les jours. C'était 2 minutes de douche froide à 10-12 degrés. C'est vraiment quelque chose de facilement accessible à la maison. 2 minutes. On parlait de 2 minutes, on ne parlait pas des
des 30 minutes et on parle des lots à 10, 12 degrés. On ne parlait pas toujours des lots à 0. Donc, c'était déjà suffisant pour avoir une réduction des 30% des maladies saisonnières, grippe, Mmh. rhume, etc. Donc, les simples faits de faire une douche froide, et là, on parle juste de la douche froide, les avait renforcés, les avait rendus plus forts et plus résistants à l'hiver, parce qu'ils l'ont fait pendant l'hiver, et aux maladies. Et après, c'est à cela, on ajoute de l'équilibre, la respiration, du mouvement, bonne nutrition et autre chose. Vous allez vite comprendre que c'est là, ça va vraiment me renforcer beaucoup plus que 30%. Moi, je vais vous sur moi-même. Avant, je vous disais, j'avais des problèmes inflammatoires, donc allergies, euh, beaucoup des symptômes liés à mes fièvres. Quand j'étais malade une fois chaque 1, 2 mois. Et je pensais que c'était normal. Depuis que j'ai commencé à pratiquer de façon plus intégrée, j'étais malade une fois sur 4 à 5 ans. Ça peut arriver. Des fois, on pousse trop loin. Même moi, des fois, je laissais, je suis en train de pousser trop. Et toi, tu as parlé du repos. Les repos, c'est fondamental. Donc voilà, j'ai fait la transition, je ne veux pas aller plus loin. Douche froide et repos, c'est des choses que tout le monde peut intégrer. La meilleure façon de commencer les travaux avec les froids, c'est des douches froides. Baby step, comme on disait, on commence humblement et avec la bonne posture. Ça veut dire de savoir pourquoi on le fait que ça nous fait du bien, qu'on va se dépasser petit à petit, sortir du confort, de la staticité, c'est soigner. Voilà, l'idée doit être claire. Pourquoi je l'ai fait, c'est pas on ne doit pas faire un supplice, ça ne va pas être obligé. On doit choisir de les faire et on commence petit. 30 secondes d'eau froide à la fin d'une douche froide. Ça s'appelle la douche écossaise. James Bond fait ça tous les matins pour se renforcer, pour être, il dit, la légende, pour être prêt aux imprévus de la vie. Parce qu'à la fin d'une douche chaude, on met froid et là, on doit retrouver la capacité. Donc, on commence avec ça. Et si vous êtes, après une semaine, 30 secondes, vous êtes adapté, vous faites 1 minute. Et après, vous faites 2 minutes. Et vous n'avez pas besoin de faire plus. Ce qui peut être très intéressant, ça peut être d'aller en nature. Alors, la mer froide, l'océan, aux rivières, au lac des montagnes, ça peut aller un peu plus bas, ça peut être même, il peut y avoir la neige, et c'est accessible, mais il faut être préparé. C'est-à-dire qu'on ne commence pas des rien à faire l'extrême. On doit se préparer et on ne doit pas non plus s'improviser. C'est bien d'être quand même suivi par quelqu'un qui puisse nous donner les conseils, qui puisse être là avec nous les premières fois. Donc, moi, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube, Inspire Potential, pour vous expliquer un peu certaines étapes et je vous les explique aujourd'hui parce que dans les froids, c'est important d'y aller doucement et de savoir qu'il y a 3 phases et ça semble logique, mais il y a avant, pendant et après. Et il n'y a pas juste les pendant, ça veut dire que je ne me prépare pas, je me fous dans l'eau et après je cours faire autre chose. Il y a avant, je me prépare, ça veut dire émotionnellement aussi tranquille, j'ai apaisé mon souffle, je suis confiant et serein et je vais remercier le froid parce que ça va m'aider. C'est pas un combat. Donc je me calme, je suis centré et je suis serein. Je rentre, je reste serein, zen, en gratitude si on peut, des émotions positives qui vont vraiment nourrir notre physiologie. Et quand je sors, toujours, je prends du temps pour me réchauffer si j'ai besoin, d'attendre, d'observer, d'intégrer et de ne pas passer à autre chose tout de suite. Donc ces 3 phases, c'est important, avant, pendant et après. En réalité, il y a 9 étapes de cet exercice qui me voit dans la méthode Wim Hof, mais 3 phases déjà, c'est super. Et donc, est-ce qu'on a besoin tout le temps de faire 10 minutes, 2 minutes, 5 minutes? Non, il faut adapter cela. Ça veut dire que la phase de pendant, c'est différent. Chaque jour, on est différent, n'est-ce pas? On se réveille, on a un différent niveau d'énergie, une différente forme physique, et on le sait très bien dans l'entraînement physique, on l'adapte selon notre niveau et notre énergie. Et ben avec tous les autres exercices, c'est pareil, c'est comme avec l'entraînement sportif. Si on a mal au genou, on ne va pas courir un marathon. Si on est fatigué, on va peut-être courir un petit kilomètre, 2 kilomètres, on ne va pas en courir 20. Avec les froids, c'est pareil. On peut faire 20 secondes. 10 secondes, 30 secondes, mais c'est déjà bien. Et si on se sent un peu mieux, on peut faire 1 à 2 minutes, mais voilà, vous n'avez pas besoin de plus de 2 à 3 minutes en général pour avoir tous les bienfaits. Donc on adapte cela, et si on prend cette approche, j'adapte par rapport à mon niveau, mon énergie, sans forcer, humblement, je m'ouvre avec gratitude, c'est mon ami le froid. Et je prends le temps de faire les exercices pour me préparer, à la fin pour me réchauffer. Et après, j'ai une bonne phase de repos, d'intégration. Ça ne peut pas se passer mal. Okay,
Mais bien sûr, si on ne sait pas, c'est bien d'être suivi au début avec quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a des instructeurs comme moi. Et comme tu disais, la pratique, c'est toujours fondamental. Donc là, on vous donne des concepts théoriques parce qu'on est en vidéoconférence, mais c'est sûr que faire un stage, c'est mieux parce qu'on a les contacts humains et on a la pratique. Mais voilà, c'est déjà pour vous donner une idée sur pourquoi du froid, pourquoi ça peut être intéressant, les niveaux, voilà, de savoir que ça peut être petit, que ça ne doit pas être trop lent, qu'on peut l'adapter, et ces concepts d'entraînement repos qui est fondamental, qui ont laissé dans les sports, qui est valable pour tous les autres stress de la vie, donc ces concepts de repos qui est fondamental. Et c'est comme on disait au début, du chaud et du froid, parce que les chauds, ça peut être aussi réconfort, ça peut être un réconfort émotionnellement, mais physiquement, et les côtés après sommeil, donc d'être équilibré, une pratique équilibrée. Et c'est pas si évident que ça, et il faut y aller petit, voilà, pour savoir qu'est-ce que c'est pour nous équilibrer. Parce que je vous dis, moi je suis instructeur de cela, mais ça m'arrive des fois de m'épuiser moi-même parce que j'ai un style de vie très, très frénétique, et j'ai dit oui à trop de choses et j'ai fait trop de choses, et à la fin je ne me suis pas reposé assez, et finalement le corps dit là c'est trop. Et on peut faire un certain nombre de choses pour s'équilibrer, et je les connais plein. Au niveau du biohacking, je travaille pas mal, j'arrive à m'en sortir pas mal, mais des fois c'est trop. Et alors, trop pour moi, trop pour vous, ça dépend. Ça peut être juste les stress du travail en journée, c'était trop. C'est pas le moment de faire des records. Dormez. Mhm. C'est vraiment nécessaire. Voilà. C'est pour ça qu'on a des vacances, c'est ça pour ça qu'on a des moments off avec les amis. On ne va pas être tout le temps à l'entraînement. Voilà, je voulais clôturer avec ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qu'on peut ajouter. Je pense qu'on était très riche. On a pas Déjà, mal oui. parlé, mais on voulait vraiment vous donner quelque chose d'accessible, en même temps de fondé, avec des études scientifiques, et on va vous donner des liens, les livres dont a parlé Pierre, et il y a plein d'autres livres. Ça vous, voilà, la méthode Wim Hof, il y a le livre de Wim Hof, de Scott Carney. Euh, Mhm. Moi, je suis en train de travailler sur des articles sur mon site internet où j'explique pas mal aussi la physiologie de Qu'est-ce la que c'est ton site respiration. internet? Est-ce que tu peux le redonner? On mettra les liens, hein, mais On mettra les liens, voilà, de la chaîne des Pierre, de ce que tu fais, de ce que je fais avec Inspire. Et moi, je veux juste un concept important, c'est les froids, c'est un élément des bases de la santé. Ça nous aide en prévention pour garder notre santé. Mais si vous êtes déjà malade ou affaibli, c'est pas une cure. Il faut y aller avec quelqu'un qui connaît, qui puisse vous diriger. C'est pas voilà, je commence avec ça. Ça peut être trop intense. Comme voilà, les sports, ça fait du bien, les mouvements, ça fait du bien. Et si quelqu'un est malade, peut-être c'est pas le bon moment. Il faut d'abord faire autre chose. Donc c'est un dernier concept que je pense que c'est important. super. Bah, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit pour terminer, et puis on laissera tout le monde avec cette. Je pense qu'on a duré bien plus d'une heure et quart, donc c'est top. On a couvert pas mal de sujets, mais il y a une chose passionnante, enfin extrêmement pertinente que tu as dit, c'est voilà, il y a des jours, moi aussi, j'ai mon congélateur là pour faire mes bains froids, j'y reste quelques secondes et puis je sors. Et puis il y a des jours, j'ai pas envie, euh, alors que je sais que je suis déjà resté plus d'un quart d'heure dans ce congélateur. Donc, mais Usain Bolt, il a couru le 100 mètres en moins de 10 secondes. Mais il fait pas ça tous les jours. C'est devenu sa nouvelle norme parce que c'est son record. Et malheureusement, dans ce monde un petit peu de show-off, tu sais, où on se montre Instagram et tout, etc., on veut toujours être au top. Toujours, toujours. Mais aujourd'hui, c'est peut-être pas le jour du record. Et à mon avis, le jour du record, il arrive qu'une fois par an. Le jour où on sent vraiment de pousser la machine, parce qu'on s'est réveillé avec le bon pied, puis le moral, et puis voilà, tout va bien. Aujourd'hui, peut-être que c'est juste je rentre, je sors dans le froid. Et puis ça ira très bien. Ou ça va être juste une douche froide, pas un bain froid. Peu importe. Il faut que vous soyez vraiment. L'Hormèse, c'est une école de soi-même. C'est se redécouvrir. Donc, au bout d'un moment, vous serez tellement connecté avec votre ressenti, vous direz, bon, aujourd'hui, ça va être juste une assise dans le froid. Je vais rester tranquillement, j'ai juste envie de sentir l'air froid, mais je ne vais pas faire de bain ni de douche. Et puis un autre jour, je dis, aujourd'hui, là, je vais aller dans le froid, ça va être génial, et puis j'y rentre et c'est bon. C'est bon et j'y reste longtemps dans mon bain froid. Et l'autre aspect, donc ce côté-là de s'écouter, de ne pas chercher la performance, mais simplement la bonne connexion, la connexion correcte avec soi-même, c'est hyper important. Et l'autre côté, c'est-à-dire, quand tu as fait les 3 étapes, tu as bien dit avant. Et c'est vraiment un aspect que Maurice Daubard, dans le Yoga Tumo, amène, et il insiste énormément dessus, c'est soyez exemplaire.
à chaque instant, vous construisez une cathédrale. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. On sacralise les choses. On sacralise le moment avant le bain, on sacralise le moment pendant le bain, on sacralise le moment après le bain. Et c'est pareil pour la méditation, c'est pareil pour le sport, c'est pareil pour toutes les tâches que vous allez faire dans la journée. Si vous prenez le temps de mettre toute votre âme et votre esprit à ce que vous faites maintenant, vous allez à chaque fois, comme je l'ai dit, construire une cathédrale. C'est-à-dire, on fait des choses bien, il n'y a pas un P de travers, c'est vraiment au cordeau, on fait un travail d'artiste. Si vous êtes aussi attentionné et à l'écoute de vous-même quand vous faites un bain froid ou une douche froide, vous allez voir que l'expérimentation va être complètement décuplée. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant. Donc, ce concept, c'est le Jokang dans le Yoga Tomo. Vraiment, c'est son temple. C'est mon temple à moi. Cette petite zone d'un mètre carré là de méditation dans le coin de ma chambre ou bien mon bain froid, c'est un temple sacré. Et j'y fais un temple sacré comme une église, une synagogue ou peu importe. J'y rentre pas avec des souliers pleins de boue. Je crie pas, je fais pas n'importe quoi à l'intérieur, je suis respectueux. Mais là, c'est pareil. Et mon corps aussi, c'est un temple sacré. Je le respecte. Donc, c'est vraiment cette approche-là qu'il faut avoir de bien faire les choses. Voilà. Bon, bah, super. J'espère que celle-là, ça va vous aider. Et on l'a fait pour vous. Ouais, et ça a été un plaisir d'échanger ensemble, en tout cas, sur ces sujets passionnants. On se Et le refait bientôt. on se les refait bientôt. Peut-être on Ouais. choisit une autre thématique, peut-être la respiration ou autre chose. Ah ouais, marier parce que je sais déjà, j'entends déjà les questions qu'on va avoir. C'est Wim Hof, Bouteille-Co, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mieux, comment, pourquoi, c'est quoi la différence? Eh Pourquoi ben, on pas? va en parler. Moi, j'ai fait une petite vidéo pour commencer sur ma chaîne YouTube, mais ça dure quelques minutes. Mais on se la refait comme ça, un peu plus approfondi. Avec très grand plaisir, Léo. Merci encore beaucoup pour ton temps et à C'est très avec vite. plaisir. Merci à toi aussi. Et à la prochaine. À bientôt. Bye bye. Allez, ciao. Ciao.